Je suis ravie de vous retrouver pour cette deuxième partie d'interview avec Arnaud Stern. Dans cet échange, nous allons aborder le thème de la spontanéité. C'est un thème qui me tient à cœur puisque on peut dire que cette énergie de la spontanéité est complètement indissociable de la vie, de la créativité de la vie sur Terre. En effet, si vous observez dans tout chaos, la vie tente, coûte que coûte, de se frayer un chemin spontanément. Elle va le faire souvent de manière inattendue, elle va le faire en défiant toute prévision. Alors dans le cadre du jeu de peindre, Arnaud Stern a pu observer ce fabuleux potentiel que nous avons à pouvoir nous exprimer de façon spontanée comme cette vie sur Terre. Il a pu non seulement l'observer, mais il lui a fait toute la place. Il a pu également nous décrire très précisément en quoi elle va nous apporter énormément de bienfaits, comment elle va s'exprimer et les particularités de cette expression, de cette manifestation au travers de la trace spontanée. Je vous laisse découvrir cet échange, vous verrez, il est riche comme d'habitude, beaucoup d'informations nous sont délivrées par Arnaud Stern. Et puis, si vous aimez comme moi, si vous êtes passionné comme moi, n'hésitez pas à liker, à partager et puis surtout, pourquoi pas, vous abonner à cette chaîne. En vous abonnant à cette chaîne, eh bien, vous serez averti du 3e épisode où nous aborderons le thème de la complétude. Voilà, je vous souhaite un bon visionnage et à bientôt. Est-ce que je peux vous interrompre? Mais absolument. Je fais le point avec vous. Donc, on voit le parcours, tout se met finalement en place, ça va presque de soi, à force de vouloir servir, etc. Ce jeu qui se met en place spontanément. Oui. De l'orphelinage, je précise, parce que ça n'a peut-être pas été dit. L'orphelinat ferme et ensuite donc vous vous installez à Paris où vous ouvrez le clos-lieu. Vous continuez, si vous voulez, sur cette lancée et vous allez continuer à perfectionner finalement tout le contexte du lieu, la manière de le servir au mieux avec cette table palette qui va s'affiner, se préciser et entre guillemets les règles du jeu qui vont commencer aussi à devenir de plus en plus claires. Moi, ce que je voulais aussi épingler dans tout ce que vous me dites, c'est donc le côté implicite. On a un lieu où tout va aller de soi, il n'y a pas besoin d'intervenir, d'expliquer. Et ça va engendrer quelque chose qui d'office va être évolutif, où l'enfant va s'impliquer, où spontanément il va vouloir faire de mieux en mieux. Et donc, cette trace va évoluer de manière autonome. Et tout ça avec le sens de l'effort, du savoir-faire, de la qualité, du respect de l'enfant, en lui offrant du matériel de qualité, etc. Donc, finalement, on a déjà épinglé pas mal de choses, Arnaud. Moi, ce qui m'intéresse, par exemple, c'est une des premières constatations que vous faites. Vous êtes témoin de cette autre expression qui ne se veut pas artistique et une des choses qui est vraiment impérative et que ce lieu a permis, c'est la spontanéité. Oui. Est-ce que vous pouvez me parler de cette spontanéité et aussi de ce qu'elle va impliquer dans le sens de l'autonomie? Oui, alors la spontanéité, c'est une qualité humaine, comme le raisonnement est aussi une qualité humaine, et on a surtout dans notre culture développé le raisonnable. On veut que l'on soit raisonnable. Si vous dites à quelqu'un, vous n'êtes pas raisonnable, ce n'est pas un compliment, c'en est le contraire. Et on fait tout pour que vous commettiez des actes qui sont déterminés par la raison, au détriment, malheureusement, d'une qualité négligée que l'on tolère peut-être, qui est la spontanéité. Un acte spontané, c'est éventuellement toléré, mais ça n'est pas quelque chose de souhaité en général. Et ici, c'est majeur. Ici, on valorise cette qualité, cette capacité, et à ce moment-là, elle s'épanouit et on découvre qu'elle possède
son mode de manifestation. Et quand on le valorise, eh bien, il naît quelque chose qui a été négligé, qui a été laissé de côté au profit de quelque chose qui peut être remplacé par d'autres moyens. Et alors, lorsqu'on est spontané, eh bien, on se laisse aller à une nécessité qui est en soi et elle est favorisée, elle est suscitée par les conditions, par les règles du jeu. Donc, car c'est ça qui est important. Et donc, la personne s'adonne à une nécessité inconnue. Inconnue parce que on ne la connaissait pas et parce que on ne pouvait pas la tolérer parce qu'on pensait que c'était un défaut, alors que c'est une qualité et il est prodigieux là, ce qui se produit lorsqu'elle peut se manifester, parce que naît et se développe une capacité humaine dont il faudra que nous parlions parce que c'est une vertu d'une grande portée. Voilà ce qu'est le fond du jeu de peindre. Tout à fait. Et vous vous êtes rendu compte très vite que probablement c'était grâce à cette spontanéité que vous avez laissé ouverte chez les jeunes enfants que vous avez commencé à accueillir dans l'orphelinat et puis ensuite dans votre atelier. Et grâce à au fait que vous ne faisiez pas appel à la raison avec l'apport de méthodes, de techniques ou quelque chose de plus académique, vous avez été témoin déjà d'une première chose, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passait sur les feuilles. Est-ce que vous pouvez peut-être décrire les différents constats? Quelles sont les différentes étapes d'observation que vous avez eues sur la feuille des enfants? Qu'est-ce qui se passait? Qu'est-ce que vous avez pu observer? Oui. Alors, d'abord, ce qui m'a frappé, c'est que tous les enfants faisaient des traces semblables. Ça, évidemment, c'est important. Et que ça n'est pas né de l'imagination, ce n'est pas né de la fantaisie, ce n'est pas du tout comme ça. Alors que l'on voulait justement développer l'imagination des enfants. On croyait que les enfants faisaient des œuvres, faisaient donc quelque chose que l'on admire, que l'on accepte, qui produit un effet sur celui qui regarde, alors que c'est un jeu. Et le jeu se distingue d'une œuvre parce qu'il ne produit rien. Ce qui compte, c'est l'acte, c'est le moment où la trace se produit. Et ça n'a d'importance que pour la personne qui émet sa trace. Il n'y a pas de spectateur, il n'y a pas de spéculation, il n'y a pas l'attente d'une réaction. C'est quelque chose qui s'écoule de la personne et il faut libérer la voix pour que cela puisse s'écouler puissamment. Et c'est prodigieux ce qui se passe à ce moment-là. Mais il faut dire que ce qui émane de la personne, ce n'est pas n'importe quoi. Ce n'est pas de la fantaisie, ce n'est pas quelque chose d'informe. Parce qu'on dit que les petits-enfants ont beaucoup d'imagination, ils font des choses comme ça étonnantes, des choses qui sont nées de leur manque de raisonnement. C'est déraisonnable, donc c'est fantaisiste. Tout ça est faux. Tout ça, c'est une erreur. C'est parce qu'on n'a pas compris ce qui est émis qu'on a méjugé, qu'on s'est trompé sur sa nature. Alors, bien sûr, moi qui étais le témoin de cette trace et de l'effet de cette trace, de l'enthousiasme de l'enfant, et bien sûr, j'ai tout de suite compris que c'était quelque chose qui n'était pas comparable, qui ne pouvait pas se produire dans d'autres conditions. Et évidemment, j'en étais très touché et j'ai trouvé ça admirable. Je vivais dans un enthousiasme permanent. J'étais le témoin de quelque chose qui n'avait jamais pu se produire, qui n'avait jamais pu donner à la personne un tel plaisir. J'ai poursuivi, bien sûr, je n'étais pas muet, je n'étais pas non plus aveugle,
je n'étais pas sourd, j'étais présent, j'assistais à l'émanation de quelque chose d'extraordinaire. Et bien sûr, étant le témoin et ayant un regard ouvert là-dessus et pas de préjugés qui pouvaient me déporter, qui pouvaient me porter vers une considération inadéquate. J'étais franc, ouvert, pur, et j'ai découvert que c'était un code universel avec un fonctionnement et que l'on pouvait le connaître. Et une fois qu'on sait cela, et une fois que l'on a enregistré les éléments de ce code, eh bien on s'aperçoit que c'est tout un système inconnu, méconnu, et que lorsque on sait le considérer pour ce qu'il est, c'est d'une richesse extraordinaire. Je vais vous donner un exemple. On dit que les petits-enfants, quand ils ne sont pas encore capables de représenter des choses, qu'est-ce qu'ils font? Ils font ce que les gens appellent des gribouillages. Je n'aime pas ce terme, je l'ai remplacé par un autre terme. Moi, je n'appelle pas ça des gribouillages, mais des giroulis. Et ça vient du latin et ça veut dire que ça provient d'un mouvement tournant. Et donc, c'est comme ça, entre autres, que commence la trace de l'enfant. Mais elle n'a pas qu'un seul commencement, elle a un double commencement. Elle a un commencement que j'ai appelé des giroulis, parce qu'il est issu d'un mouvement giratoire, et il y a les punctili, parce qu'il est une quantité d'impact. L'enfant frappe sur la feuille, toc, 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 toc. Et quand on sait qu'il y a ces deux commencements, on a un regard déjà tout à fait différent sur la trace de l'enfant. On sait que c'est quelque chose de structuré, quelque chose qui a une signification et qui a un effet, bien sûr, sur la personne qui émet sa trace, mais seulement sur la personne parce qu'elle n'est pas destinée au regard des autres. Je distingue entre une trace communication et une trace expression. La trace communication, c'est l'art. L'artiste crée une œuvre, il la destine au regard d'un autre, donc d'un spectateur. Ici, ce n'est pas le cas. L'enfant ne crée pas une trace communication, il ne communique pas par la trace, il ne quête pas l'attention de celui qui regarde. C'est quelque chose qui lui fait plaisir et qu'il vit, et tout est dans ce plaisir qu'il éprouve. Et il n'y a rien d'autre, il n'y a rien au-delà. Donc, il n'y a pas un effet, il n'y a pas une spéculation, mais il faut se rendre compte qu'un tel acte, c'est quelque chose d'extraordinaire, dont les effets, on les imagine, ça donne un plaisir formidable. Mais je suis allé plus loin, bien sûr, je sais, moi, ce que cette trace provoque en la personne, et je sais ce qui l'a provoqué, j'en connais l'origine. Donc, je lui ai donné un nom d'abord, j'ai cherché un nom convenable. J'avais commencé par appeler ça le langage plastique, mais c'était une appellation provisoire. Je voulais dire qu'elle était particulière, mais ce n'était pas une bonne qualification. Alors, je l'ai appelé la formulation. Et la formulation, c'est quelque chose de spécifique, c'est quelque chose d'incomparable. Ce n'est pas quelque chose comme autre chose, c'est unique en son genre. Ah oui, mais quand on est dans cette situation où place le jeu de peindre, donc le clos-lieu dans lequel ça se passe, eh bien, on se livre à une manifestation sans précédent et incomparable, mais c'est un enrichissement formidable. Alors, il faut dire que c'est incomparable parce que très souvent, cette manifestation est très souvent en fait elle est détournée.
à de la communication. Donc d'emblée, bien en sûr. fait, on prend le postulat que cette trace communique et donc très souvent elle est accaparée Bien dans sûr. autre chose. Oui. Dès l'instant qu'il y a un récepteur, dès l'instant qu'il y a un accueil, ça n'est plus pur, ça n'est plus ce que c'est en réalité, ce que c'est. Il faut dire que c'est exceptionnel parce que c'est incomparable. Toute manifestation est toujours accueillie, elle a toujours un effet sur les autres. Ici, non. Ici, la manifestation se produit, c'est naturel, et elle se produit dans le clos-lieu, donc parmi d'autres, et aussi donc chez tous les autres qui sont présents. Mais chacun a sa manifestation, chacun se vit parmi les autres. Ça, c'est formidable. Oui.